Bien. Bien. Bonsoir à tous. Nous allons donc commencer, conformément, je crois, à une vieille tradition quimperloise, nous allons commencer en écoutant Bella Ciao, qui marquera également le terme de notre rencontre. Tu viens d'évoquer la Catalogne, et c'est vrai que c'est des hasards du calendrier. Le débat d'aujourd'hui avait lieu, qui s'est retrouvé à avoir lieu le même jour que les élections convoquées en Catalogne. Alors c'est pour cela que je me suis permis de regarder un petit peu mon smartphone. Certains ont dû le remarquer, ça ne se fait pas normalement quand on anime un débat. Mais je voulais malgré tout essayer d'avoir les premières tendances. Tout ce que j'ai pu voir, c'est qu'apparemment, les partis indépendantistes auraient à nouveau la majorité absolue en Catalogne. C'est un résultat qui est encore très incertain, je pense. La seule chose qui me semble certaine, c'est que, même si l'avenir de la Catalogne demeure bien évidemment totalement incertain, la seule chose certaine, c'est que l'opération politique conçue par Mariano Rajoy, je pense, a très probablement échoué. Cette idée de supprimer une autonomie, de faire un coup de force constitutionnel pour ensuite organiser des élections qu'il aurait validées. Ça, clairement, ça n'a pas marché, même si certainement la manière dont la situation politique va évoluer en Catalogne demeurera extrêmement compliquée dans les semaines et les mois à venir. Il y a une chose qui me semble importante, c'est que dans pas mal de discussions que j'ai pu avoir, y compris avec des amis, des collègues, on entend très souvent, un peu partout en France ou même ailleurs, présenter les Catalans comme des nationalistes, des séparatistes, des sécessionnistes, des éléments forcément radicaux qui, en tout cas, seraient a priori l'expression d'un phénomène inquiétant. Je crois que c'est assez intéressant de renverser le point de vue. En constatant que c'est aussi le pouvoir espagnol, le pouvoir de Madrid, qui a refusé le dialogue et qui a contribué, en tout cas de manière notable, à ce que l'on se retrouve dans cette impasse politique. Et de ce point de vue-là, je crois que les initiatives politiques, l'idée de gérer une crise politique par une réponse autoritaire, renvoie Mariano Rajoy dans un camp européen, dans un type d'approche européenne, où il se retrouve à avoir une logique politique proche de celle que l'on peut voir dans beaucoup d'autres pays, comme dans la Hongrie de Viktor Orban, comme dans la Pologne, comme tous ces nouveaux autoritarismes où on croit pouvoir résoudre les crises politiques en jouant de tous les artifices d'une constitution pour empêcher le débat. De ce point de vue-là, je crois qu'il y a des questions très 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 nouvelles qui se posent en France, en Europe et plus largement dans le monde, et Louis Plenel a parlé de ces interdépendances. Mais la question est bien évidemment celle de la notion de souveraineté. On a des instruments conceptuels qui sont largement hérités des mouvements de décolonisation, qui renvoient même à des épisodes plus anciens, depuis le 19e siècle. Des concepts comme ceux du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui sont des concepts intellectuels toujours très importants, je crois, mais dans le même temps, de la Catalogne à la Corse et à pas mal d'autres théâtres, il va se passer cette année des choses très importantes également en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi cette notion de souveraineté et ces notions d'interdépendance qu'il faut interroger. Mais là-dessus, je crois qu'Edoui a pas mal de choses. Si, c'est sûr. Hop, j'ai appuyé. C'est bon. Voilà. Non, je pense que Jean-Michel en a autant que moi à dire. Il se trouve, petite page de publicité, il se trouve que, sincèrement, à Mediapart, Ludovic Lamant, qui a suivi était notre correspondant à Bruxelles, mais surtout un très grand connaisseur de l'Espagne, qui a bien suivi les mouvements et notamment les municipalités qui sont issues du mouvement Indignados. Il a fait un très bon livre là-dessus. Ludovic Lamant a une couverture très très fine de la Catalogne qui a montré ce que disait Jean Arnaud. En clair, en fait, dans le dynamisme de la Catalogne, qui est aussi un dynamisme économique très semblable de ce point de vue au dynamisme économique qu'a connu la Bretagne, avec un capitalisme catalan fort, inventif, etc., il y a eu le souhait, au fond, d'accentuer le fédéralisme et de le revendiquer et d'avoir
non pas une rupture, mais une relation qui permette une souveraineté, qu'il n'y ait pas qu'une souveraineté nationale, mais qu'il y ait aussi une véritable souveraineté catalane. Et en effet, c'est Madrid et les conservateurs héritiers, le parti de Rajoy est héritier du franquisme, qui ont bloqué cela, et hélas en étant suivis par la gauche unioniste de l'Espagne. Alors bien sûr qu'il y avait dans ce nationalisme catalan une part de nationalisme conservateur, de nationalisme un peu d'exclusion, de nationalisme de clôture. Mais la dynamique, et on va voir ce qu'en donnent les résultats ce soir, la dynamique de ces dernières années a été vers l'inverse. Par cette fermeture centrale, il y a eu, dans la foulée des mouvements sociaux, je rappelle que la maire de Barcelone comme la maire de Madrid sont issues des mouvements sociaux, l'une de la question du droit au logement, l'autre des questions de corruption, il y a eu une dynamique d'une revendication de petite nation, d'ouverture et pas de clôture. Sur la Catalogne, je vais essayer aussi de développer quelques idées qui n'ont pas été développées par Edoui. La première, c'est d'insister sur quelque chose qui me semble évident dans l'histoire récente de la Catalogne, c'est le poids du nationalisme espagnol sur la construction du discours séparatiste catalan. Je crois vraiment qu'il faut regarder ça de près, et on peut plonger dans l'histoire de la Bretagne pour trouver d'ailleurs quelques similitudes totalement relatives, évidemment. Je prends deux exemples dans l'histoire relativement contemporaine de la Bretagne. Il y a un siècle, là, la première décennie du XXe siècle, 1900-1910, il y a tout un courant républicain en Bretagne qui se sent très profondément breton. Alors on retient souvent la figure d'Anatole Lebras, mais il y a aussi des élus et des députés qui vont être très actifs dans les combats du républicanisme au niveau national, mais qui sont très bretons. La famille Aymon à Quimper, les Guillès à Lorient, député-maire qui sera secrétaire d'État, etc. Et ces républicains bretons vont se battre, il y a des pétitions, il y a des interpellations à la Chambre, pour que le jacobinisme soit tempéré et que l'on aille vers une république plus girondine. Il y a des pétitions sur, les premières pétitions d'ailleurs, sur l'enseignement de la langue bretonne, dans cette décennie-là. Et ils vont aller d'échec en échec. La crispation nationaliste française va amener l'émergence du premier nationalisme breton qui naît en 1911, des échecs des républicains qui vont être confrontés à cette terrible logique qui traverse l'histoire contemporaine de la France. On est ou républicain, ou breton, ou français, ou breton. Et eux disaient, il y a un siècle, on est et breton et républicain. 1911, premier parti nationaliste et séparatiste qui est créé en Bretagne. Le deuxième rappel historique, c'est au lendemain de la guerre, quand autour de René Pleven, grande figure de la résistance, président du Conseil, plusieurs fois ministre, donc républicain évidemment, personne ne peut mettre ça en cause, avec François Tanguy-Prigent, qui a été ministre aussi à la Libération, qu'on connaît bien dans le Finistère. Ils vont créer ce qui s'est appelé le CELIB, Comité d'études et de liaison des intérêts bretons, et ils vont bâtir, au-delà de leurs différences, avec beaucoup de personnes, un grand géographe d'ailleurs, René, Michel Friponneau, beaucoup d'autres, Joseph Martret, ils vont bâtir un projet pour la Bretagne. Un projet qui débouche sur une loi-programme, une loi spécifique pour la Bretagne. Et raidissement, crispation, on ne peut pas faire une loi spécifique pour la Bretagne, et on va voir, et c'est notre histoire contemporaine, eh bien, suite à ces échecs, la création du FLB, les premiers attentats, les vagues des années 1960, des années 1970, etc. Moi, je revis la situation catalane à travers l'histoire de la Bretagne. Le raidissement nationaliste en 2006 jusqu'en 2010, qui va refuser ce statut de large autonomie pour la Catalogne, alors que ce statut a été voté démocratiquement à l'échelle de la Catalogne et à l'échelle du Parlement espagnol, voté par le Parlement espagnol, ce statut va être rejeté en partie par la Cour constitutionnelle, suite à des démarches organisées par le Parti populaire. Et le nationalisme espagnol qui se crispe construit le développement dans les 10 dernières années
du mouvement nationaliste séparatiste catalan d'aujourd'hui. Ça, c'est le premier truc que je veux dire, parce que on a beaucoup de critiques dans la presse française, beaucoup de critiques sur les Catalans, beaucoup de critiques sur les Corses, avec une lecture souvent très, à mes yeux, très erronée, et on oublie qu'il y a des dynamiques puissantes qui sont à l'œuvre, et que le nationalisme espagnol a sa part de responsabilité dans l'émergence de ce que l'on veut critiquer, en critiquant les séparatistes catalans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui m'a choqué profondément, et je crois qu'il faut le dire très rapidement, parce que ça fait, je crois, à peu près unanimité, c'est que voilà un référendum qui avait été organisé au mois d'octobre sur la base d'un programme politique d'une alliance pour le oui qui avait gagné les élections régionales, et voilà donc des élus qui font ce qu'ils disent qu'ils feront. On dit souvent que les élus ne font pas, une fois élus, ce qu'ils avaient promis qu'ils feraient. Voilà des élus donc qui organisent un référendum qui était dans leur programme, qui l'organisent, et qui se retrouvent pour les uns en prison, pour les autres en exil. Après un épisode extrêmement douloureux, je pense que tout démocrate a vécu ça d'une manière mais terrible, j'employais le terme de sidération tout à l'heure, moi je l'ai vécu comme une sidération, c'est-à-dire qu'on est en Europe, qui est basée sur des valeurs, où évidemment la démocratie ne peut être réduite au vote, mais enfin, quand même, le vote est un élément essentiel, et où l'on voit des forces de l'ordre qui empêchent des citoyens de voter. Le signal donné au monde est quand même assez abyssal. On interdit un vote qui avait été prévu dans le cadre d'une élection et donc organisé. Voilà, je veux rappeler ça. Troisième élément, c'est la question qui nous est très souvent renvoyée, je dis nous, globalement, à toutes ces régions, ces nations qui remettent en cause l'organisation de l'État-nation né du XIXe siècle. C'est le gros mot de communautariste. À partir du moment où on se réunit autour d'une volonté politique de construire un projet un peu spécifique, c'est le communautarisme. Mais je rappelle que les Catalans sont très profondément européens et sont très profondément citoyens du monde. Et Louis le disait tout à l'heure, je connais un peu la Catalogne. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un fils qui vit à Barcelone et un petit-fils qui est né. J'y vais régulièrement. Et on mesure les pulsations mondiales, démocratiques, profondément européennes de Catalogne, de la Catalogne et de Barcelone. Communautariste. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je crois qu'il faut s'y arrêter un petit peu, parce que communautariste, c'est un moi pour moi commun, le commun, qui naît du petit mot latin cum, avec, ben c'est pas mal. Je trouve que c'est un joli mot, le commun, le partage. C'est la relation. On partage quelque chose. Est-ce que ce quelque chose que l'on partage est ipso facto, à partir du moment où ça ne s'intègre pas à la sacro-sainte verticalité de l'État-nation, une menace? Non. D'où, je crois, le grand chantier qui s'ouvre à nous pour le XXIe siècle. C'est d'inventer des formes nouvelles. Tu parlais des souverainetés. La notion de souveraineté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, s'est construite au XIXe siècle et s'est traduite dans une forme, l'État. L'État indépendant, avec ses frontières, avec son drapeau, avec son hymne, avec son organisation. Je crois que la marche du monde, la mondialisation, la globalisation, l'interdépendance généralisée dont on parlait tout à l'heure, impose que l'on fasse évoluer nos réflexions, effectivement, autour de cette interdépendance-relation, autour du concept d'autonomie, autour du concept de fédéralisme, de fédération. Je crois qu'il y a là vraiment une piste extrêmement stimulante pour l'avenir. Or, ce sont toujours des gros mots en France. On partage du commun, on est communautariste. Moi, je dis qu'il y a un seul communautarisme, au sens où le commun est une menace pour la République. C'est le communautarisme des puissants qui organisent dans des réseaux opaques de l'évasion fiscale qui se traduit très concrètement par un manque à gagner pour nos impôts de 20 milliards d'euros par an. Là, il
il y a un risque, à mon avis, plus important que quand quelques Bretons bâtissent des projets pour l'avenir de la région au sein de la République. Parce que là, c'est très concret. Les 20 milliards, il manque pour des hôpitaux, pour des routes, pour un certain nombre d'équipements publics. Et là, il y a des réseaux, là, il y a du commun, là, il y a de la relation, à mes yeux, néfaste à l'esprit égalité, fraternité de la République. Communautarisme. Allons plus loin et engageons, je crois que c'est un enjeu majeur, engageons la réflexion au-delà de la Catalogne. Je n'ai pas d'avis, je n'ai pas à avoir d'avis, je ne suis pas catalan, sur la Catalogne même, mais sur ce que l'on appelle en France les régions. Je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de dire qu'il y a une spécificité française. Il y a une spécificité française. La France considère que l'émancipation de régions serait une menace. On le voit, regardez les propos qui ont été tenus sur la Corse, on le voit. Mais regardons la spécificité française à l'échelle de l'Europe. J'ai quelques chiffres qui sont tout à fait éclairants que je viens d'avoir. Le total des budgets des régions françaises, 26 milliards d'euros. 26 milliards d'euros. C'est le budget de la Catalogne. L'ensemble des régions françaises. La Bavière, c'est 50 milliards. Voilà, je dis ça comme ça, pour donner des petits éléments de perspective. On nous parle en France, on nous a parlé de grandes régions pour exister à l'échelle de l'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce la taille qui fait le pouvoir et qui construit le sens? Reprenons l'exemple allemand, pour ne pas prendre des exemples qui fâchent, vu que l'Allemagne est souvent prise en exemple par l'ensemble de nos gouvernants. Regardons Bremerhaven. Et Brême, c'est un land. C'est un land, 750 000 habitants. La Sarre, c'est un land, moins d'1 million d'habitants. Même statut que la Bavière, 12 millions d'habitants. C'est-à-dire que ce qui construit l'organisation de la structuration des politiques publiques, c'est un espace commun, du commun, partagé, avec une histoire, avec une culture, la Bavière, avec une histoire économique, Bremerhaven, un grand port. C'est des singularités. Et ça permet de connecter l'espace du développement avec l'espace démocratique, parce que l'on intègre le sentiment d'appartenance à la construction institutionnelle. Et en France, on déconnecte l'espace des sentiments d'appartenance de la construction institutionnelle. Et ainsi, on a une grande Aquitaine qui va du Pays Basque au nord de Poitiers. La terre de Dieu.